Bienvenue dans cette édition. Bonsoir. D'abord à la primature, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce vendredi en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, au centre des échanges, la revue de la coopération entre Bamako et Beijing. Il a aussi été question du suivi des accords signés par le Mali lors du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Le diplomate chinois a réaffirmé au chef du gouvernement sa disponibilité à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs stratégiques. Chen Jiang, à sa sortie d'audience, est interrogé par Mamari Koné et Aliou Touré. C'est une visite de courtoisie, une visite de prise de contact. Tout à l'heure, avec le Premier ministre, nous avons passé en revue les relations existées entre nos deux pays depuis 64 ans. Et surtout, nous avons évoqué le sommet de FOCAC. Nous avons évoqué la visite de son Excellence, le président de la transition malienne en Chine, sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont porté les relations bilatérales au niveau de partenariats stratégiques. C'est pour ça que nous sommes prêts de travailler avec le Premier ministre, de continuer à renforcer les liens d'amitié traditionnels et la coopération pragmatique entre nos deux pays. Vous savez, le plus important, c'est la mise en œuvre des consensus entre les deux chefs d'État lors de leur rencontre à Beijing. Alors, nous allons travailler avec le ministère des Affaires étrangères sur les projets qu'on va faire dans l'avenir. Et cela va dans presque tous les domaines. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pirou. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés, concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État, mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. À suivre donc l'intégralité de cet entretien dans nos programmes juste après ce journal.
Tenu ce vendredi au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du 3e Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Cette rencontre a pour attribution de participer à la réflexion sur les missions du service public pénitentiaire en formulant des avis et en établissant des rapports sur des questions soumises à son attention par le département chargé de la justice. Plus de détails avec Mamadou Fané. L'administration pénitentiaire constitue un maillon essentiel de la chaîne pénale. Pour renforcer cette chaîne, le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée se réunit chaque année. Il s'agit au cours de cette rencontre d'examiner tous les projets de textes initiés dans le domaine pénitentiaire et d'émettre des recommandations avant l'introduction de ces textes dans le circuit d'adoption du gouvernement. La tenue de la section du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée marque un événement de haute importance pour le département de la justice. Et un document de politique nationale pénitentiaire et d'éducation surveillée vient d'être élaboré et introduit dans le processus d'adoption. Assorti d'un plan d'action stratégique de modernisation de l'administration pénitentiaire et la réinsertion des personnes détenues. C'est principalement des axes stratégiques du document de politique nationale et de l'éducation surveillée. Le plan d'action qui va ainsi être adopté permettra de promouvoir la réinsertion sociale des personnes détenues et de favoriser une meilleure intervention des acteurs impliqués dans le processus de coordination de leur action en vue de l'atteinte des objectifs du document. Il était en effet nécessaire de disposer d'une politique prenant en compte l'ensemble des segments de la gestion pénitentiaire, notamment la sécurité et la sûreté des établissements pénitentiaires et de l'éducation surveillée, les conditions de détention, la réinsertion des personnes détenues, les ressources humaines, les infrastructures, les équipements, ainsi que les conditions matérielles et financières. Ces deux documents de haute portée stratégique constituent ainsi les premiers documents de politique nationale en la matière. Organe de surveillance et d'impulsion politique et stratégique dans le domaine de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, ce Conseil supérieur est l'occasion pour les acteurs de la chaîne pénale d'harmoniser leur point de vue pour le renforcement des droits de l'homme au Mali. Les travaux du premier forum international sur le développement du Liptako-Gourma ont pris fin hier à Bamako, présidé par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le forum a formulé certaines recommandations, notamment la mutualisation des bonnes pratiques de relèvement, de sensibilisation et de développement territorial identifiées au niveau des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Youssouf Diakité. Identifier de nouveaux mécanismes stratégiques pour faire de la région de Liptako-Gourma un espace économique viable et sécurisé, capitaliser les connaissances locales pour générer des informations qui conduisent à des changements irréversibles dans la bonne gouvernance, la résilience, la connectivité, les échanges commerciaux et la gestion des ressources naturelles. Ce sont là quelques-unes des recommandations phares du premier forum international sur le développement du Liptako-Gourma. La rencontre a abouti à ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako. Les participants exhortent les États membres à prendre des mesures globales pour renforcer la protection des populations et de leurs biens et répondre aux besoins les plus urgents des réfugiés, des personnes déplacées internes et d'autres personnes affectées dans la région. Les recommandations formulées sur les aspects d'intégration, de développement et de déradicalisation seront mises en œuvre avec détermination. Je suis convaincu que notre engagement collectif pour la paix, la stabilité et le développement de notre région est notre plus grande force. La secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako-Gourma s'est particulièrement réjouie de la participation active des experts et surtout de la qualité des contributions. Il faudrait qu'on trouve le moyen de transformer tout ce qui est dit dans des salles sur le terrain au bénéfice des populations qui ne peuvent plus attendre, ils ont longtemps attendu. Et je sais que c'est la dynamique dans les 3 États aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse vraiment toutes ces recommandations, qu'on les ait dans un tableau et qu'on voit qui sera chargé de quoi et qui va faire quoi pour que nous puissions
prouver des résultats sur le terrain. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a rassuré l'assistance que les gouvernements respectifs ne ménageront aucun effort pour l'opérationnalisation des recommandations formulées. Il faut vraiment que les besoins soient adaptés à la réalité, qu'on puisse intégrer l'option changement climatique, la vulnérabilité des femmes et la question des jeunes. Donc je pense que ces 3 points, c'est le plus important qu'on puisse mettre en place. La deuxième édition du Forum international sur le développement de l'Iptako Gourmand se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso en 2025. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta Sefeto se sont réunis ce jeudi 12 décembre pour la première fois. Ce cadre de concertation permettra de présenter le projet, d'examiner le programme d'activité et le budget annuel 2025. Le projet de plan de passation de marché 2025 sera également amendé et validé. Daouda Koné. Réunis pour la première fois, les membres du Comité national d'orientation et de pilotage du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta Sefeto, PRSAIP, KS, vont examiner les documents d'exécution du projet pour aboutir à des résultats qui pourront booster les efforts et assurer une mise en œuvre efficace du projet. Il s'agira de 26 activités en tout, et qui vont concourir à l'atteinte de l'objectif du projet qu'est effectivement le développement des infrastructures dans la zone d'intervention et la réduction de la pauvreté. Le PRSAIP KS entend réaliser 66 hectares de périmètre maraîcher dans 33 villages sur la base de 2 hectares par village. 27 forages équipés pour faciliter l'accès de 32 400 personnes à l'eau potable, aménager 17 sites avec 51 000 alevins et abreuvoirs pour le cheptel. Tout cela avec une enveloppe de 12 900 millions de francs CFA en 5 ans. Nous allons avoir sur ces 6 communes et 33 villages un investissement de plus de 3 milliards pour l'année 2025. Pour nous, ce n'est que justice rendue à une zone comme le Karta qui occupe le nord de la région de Kita et qui est entre guillemets plus ou moins délaissée. Il y a des potentialités agricoles et d'élevage qui sont indéniables que ce programme permettra de mettre à jour. Je salue les efforts de la transition sous l'égide éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la conclusion des accords de prêt avec la Banque islamique de développement, dont le montant porte sur 12 milliards 900 millions de francs CFA, incluant ainsi la contribution conséquente de l'État du Mali. Après l'examen des documents, les membres du comité d'orientation et de pilotage feront des recommandations et donner leur quitus pour le démarrage des activités pour l'année 2025. Et parlons à présent de la deuxième réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement de stabilisation du Sahel. Les acteurs venus des pays de l'AES, les partenaires financiers, échangent sur un plan d'action commun. Le document qui va être adopté lors de cette réunion permet d'harmoniser les approches après le partage des expériences. Les précisions avec Bemba Sibi et Djeli Makandjabati. Au défi commun de la stabilisation au Sahel, une réponse commune, une réponse qui va être actée lors de la réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement de stabilisation du Sahel, PCRSS, qui planche sur le plan d'action commun. Cette deuxième rencontre du genre réunit les responsables du projet des pays de l'AES et les acteurs impliqués dans le processus de stabilisation. La collaboration régionale a pour objectif de faire le point au niveau de chaque pays de ce qui a été fait en termes de réalisation d'infrastructures, d'appui aux déplacés et des activités socio-économiques. Chaque pays présente ce qu'il a fait et on essaie de voir quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut harmoniser et réutiliser entre un pays et un autre. Ça démontre encore une fois l'utilité et l'importance d'être ensemble et de voir comment est-ce que nous pouvons travailler de façon coordonnée. Et c'est ce qui est requis aujourd'hui dans nos 3 États. Nous saluons l'initiative qui a été prise de se servir du cadre du CRC pour notamment faire un peu un travail
de mise en commun et d'harmonisation des plans d'action pour l'année à venir. Harmoniser les approches pour plus d'efficacité dans le processus de stabilisation au Sahel, c'est donc l'objectif visé par cette session. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes solutions, mais on n'a pas forcément la même façon de faire. Donc, ce qui veut dire que chacun doit se retrouver dans sa façon de faire, mais partager sur le plan sous-régional qu'on puisse en bénéficier. Ce qui peut marcher ici peut peut-être marcher là-bas, et ainsi de suite. À travers ces échanges, on peut se comprendre. Agir ensemble pour atteindre les objectifs de stabilisation du Sahel, mais surtout agir rapidement pour corriger le retard de décaissement souligné par le bailleur du projet, à savoir la Banque mondiale, en veillant toutefois que chaque décaissement soit utile à l'exécution du plan d'action commun, a souligné le ministre. Les travaux de la 4e session ordinaire du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali ont démarré ce matin à son siège à Koulouba. Il s'agit pour les administrateurs d'analyser et valider des documents relatifs au bon fonctionnement de l'AGRV. Il s'agit des plans de formation, de communication et de passation des marchés, entre autres. Youssouf Diakité, Drissa Traoré. Cette 4e session du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali donne le cutus aux administrateurs d'analyser et d'amender les plans de formation, de communication et de passation des marchés avant de passer à leur validation. Le plan de passation est un document stratégique qui permet d'assurer une bonne planification des besoins essentiels et de maîtriser les coûts des acquisitions adossés à la mercuriale des prix. S'agissant du plan de formation, il permet de répondre aux aspirations professionnelles du personnel, dont les objectifs sont de renforcer et de développer leurs compétences dans divers domaines et évolutions de carrière. Quant au règlement intérieur du secrétaire exécutif, il encadre les relations de travail au sein de l'AGRV. Outil de référence incontournable, il vise également à assurer les conditions nécessaires à la sécurité et à la santé du personnel, à déterminer leurs droits et devoirs, à encadrer les relations professionnelles et les procédures disciplinaires, et tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. Ces différents points à inscrire à l'ordre du jour reflètent notre engagement à bâtir ensemble une institution moderne au service des victimes. Nous avons la responsabilité historique de répondre aux attentes des victimes, tout en respectant les principes de justice, de transparence et d'efficacité. La mise en route de cette autorité, faut-il le rappeler, dénote l'engagement des autorités de la transition à intégrer la question des réparations des préjudices causés par les crises au Mali dans toutes les politiques de la solidarité nationale et du vivre ensemble. Sortis de la première promotion des gendarmes auxiliaires, ils sont au total 1200 éléments à faire partie de cette catégorie de ressources humaines. Le recrutement de cette unité est une nouveauté au sein de la gendarmerie. Les gendarmes auxiliaires ou militaires du rang vont renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et participeront à l'exécution de toutes les missions de la gendarmerie. La cérémonie de sortie de la promotion s'est déroulée à la caserne chef d'escadron Balakone de Faladje, à Rijoumatina. Une nouvelle catégorie de ressources humaines, en l'occurrence les gendarmes auxiliaires, désormais parés de l'uniforme, intègre les rangs des éléments de la gendarmerie nationale. C'est lot des gendarmes auxiliaires ou militaires du rang, conformément à l'ordonnance du 21 mars 2023, portant statut général des militaires, comprend 1200 éléments. La toute première promotion des gendarmes auxiliaires qui s'apprête désormais à exercer le métier des armes et à servir le pays avec honneur et dignité a fait preuve de courage et de résilience afin que ce jour soit. Au cours de ces 4 derniers mois, vous avez suivi un cursus exigeant, tant sur le plan théorique que pratique. Vous avez appris non seulement à manier les outils de votre futur métier, mais aussi vous avez forgé un esprit d'équipe solide, un esprit de corps qui sera essentiel dans l'exercice de vos fonctions. Tout cela couronné par un stage d'aguerrissement de 2 semaines assuré par les unités spéciales de la gendarmerie, à savoir le GIGN et le GARCI. L'avènement de cette autre force au sein de la gendarmerie nationale résulte de la volonté du commandement militaire à renforcer davantage l'effectif des forces de sécurité pour l'accomplissement des différentes missions. L'instant est historique. En effet,
Les gendarmes auxiliaires qui se tiennent devant vous aujourd'hui comptent plus d'1 millier. Leur recrutement relève de la volonté des plus hautes autorités à doter la gendarmerie nationale d'effectifs conséquents lui permettant de faire un maillage complet du territoire national. 2 autres vagues de recrutement sont en cours. Ces recrutements donneront à la gendarmerie les moyens de remplir son contrat opérationnel dans le cadre de l'opération Maliko. Aux gendarmes auxiliaires, je vous demande de servir le Mali avec loyauté. Votre mission en tant qu'homme exige de vous de la responsabilité et de l'effort. La formation de quelques mois a porté sur les volets militaires et professionnels. Et c'est l'auxiliaire gendarme Sambou Diakité qui est le major de cette promotion avec une moyenne générale de 18,29. Il est suivi des gendarmes auxiliaires Lassina Bagayugo et Abouakrine Aguissa. La direction de la gendarmerie nationale, lors de la cérémonie, a rendu également hommage aux partenaires et aux intervenants extérieurs pour leur expertise, surtout dans le domaine de l'enseignement, ce qui fait de la gendarmerie nationale une école de référence dans la sous-région. Félicitations. Les élèves de l'école communautaire Père Tim du quartier Sans Fil et du groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako étudient dans des conditions optimales. C'est le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale lors de la visite qu'il a effectuée dans ces établissements. Le ministre était accompagné des autorités scolaires, de l'Académie d'enseignement Rive Gauche et de la présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune de Fademba Keita a suivi la visite. Voir un cadre d'études propice à l'école communautaire Père Tim du quartier Sans Fil et au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola, après leur libération par les sinistrés des inondations, inquiétaient aussi bien les autorités scolaires que les parents d'élèves. La visite guidée effectuée par le ministre de l'Éducation nationale et les membres de son cabinet dans les salles de classe a pour but de s'assurer que les nettoyages et rénovations opérés par l'État, les collectivités en partenariat avec les services de développement social ont créé des conditions de travail souhaitées. Nous avons à cœur, en tout cas, de mériter la confiance qui a été placée en nous. Et je ne cache pas que nous voulons faire de la commune 2 un cas d'école. Un cas d'école pour prouver que le concept de Malikoura, qui est revendiqué par nos autorités, doit trouver sa traduction sur le terrain. Et ce que je constate, c'est que la situation s'est aujourd'hui considérablement améliorée. Les 2 établissements, je prends de l'autre côté là, Père Tim, les latrines sont nettes, ont été vidées, vidangées, et on n'a pas besoin de se pincer le nez pour entrer dans les latrines. Elles sont, pour ainsi dire, accueillantes. La cour est rendue à la vie scolaire. Lors de la prise de contact avec les cadres, les doléances sont émises. Elles portent entre autres sur le recrutement des enseignants de l'école communautaire Père Tim du quartier Sans Fil dans la fonction publique des collectivités, le manque de personnel d'encadrement au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola et l'occupation anarchique des alentours. L'ambassade de Chine au Mali renforce les capacités techniques du centre de formation professionnelle de Sénou. Cet établissement vient de bénéficier d'un lot d'équipements de maintenance d'engins lourds. Ces équipements devraient améliorer la qualité de l'apprentissage au sein du centre. La cérémonie de remise était présidée par la ministre en charge de la formation professionnelle, Batraoui. C'est un renfort de taille pour le centre de formation professionnelle Sénou dans sa mission de formation et d'apprentissage pour les jeunes. Le centre rencontrait des difficultés par rapport à la disponibilité d'équipements de maintenance. Une inquiétude qui trouve une réponse grâce à cet appui de l'ambassade de Chine au Mali. Ces équipements sont composés de moteurs de maintenance des engins lourds, c'est-à-dire c'est des moteurs de Caterpillar, qui sont dans les carrières. Ils ont aussi des démarreurs. Si je peux dire, c'est l'ensemble des pièces détachées d'un engin lourd. Ça permet de former les apprenants et d'améliorer la qualité de la formation. À
travers ces gestes, l'ambassade de Chine au Mali exprime son engagement à rester un partenaire du Mali dans l'accompagnement des jeunes pour leur formation et insertion. Cette donation constitue une des actions concrètes de suivi du sommet Chine-Afrique, notamment en matière de l'action de partenariat pour les échanges humains et culturels. J'espère que ce don d'un lot d'équipements pédagogiques professionnels pourra contribuer à la formation des jeunes talents maliens. Je rappelle ici que la création, n'est-ce pas, de plus d'emplois pour ces jeunes et au-delà, préparer une jeunesse capable de relever les défis d'une main-d'œuvre de qualité, bien adaptée aux besoins de l'économie, fait partie des priorités des plus hautes autorités de la République. Le CPCNU, dont les activités ont démarré en 2021, comprend 11 filières de formation, dont la maintenance des engins lourds, le froid climatisation, la menuiserie et le BTP. Les leaders du consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes ont tenu mercredi une journée d'échange sur le quota de 40% de représentativité dans les postes nominatifs et électifs. Pour mieux échanger sur ce quota, un cadre d'échange a été initié par le ministère en charge de la jeunesse avec certains membres du CNT et des leaders de jeunes. Au terme de l'échange, les membres du consortium ont remis les recommandations au ministre en charge de la jeunesse pour des actions de plaidoyer. Sédou Traoré, Idrissa Traoré. Sous les signes de l'engagement, de l'inclusion et de la transformation, le consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes plaide pour un projet de 40% de jeunes dans les postes électifs et nominatifs. Après 3 ans d'activité de promotion et de plaidoyer en faveur de la jeunesse, les leaders du consortium comptent sur le département de la jeunesse. L'objectif, c'est d'instaurer un cadre d'échange entre nous et le ministère en charge de la jeunesse pour faire en sorte de plus impliquer les jeunes dans les instances de prise de décision élective ou nominative à travers des solutions concrètes et durables. En plus de faire en sorte de promouvoir la jeunesse et les femmes, bien entendu, il s'agit aussi de faire en sorte de prendre des personnes de qualité. Il est important qu'on donne la place qui revient à la jeunesse. Parce que, honnêtement, au niveau des partis politiques, au niveau des instances, au niveau des institutions, on a remarqué que les jeunes sont assez moins représentés. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est que les jeunes se mettent ensemble. Au terme du dialogue, une délégation du consortium est allée remettre les recommandations issues des échanges au ministre en charge de la jeunesse. Nous recevons vraiment avec beaucoup d'enthousiasme également ces recommandations aujourd'hui et nous allons transmettre ces recommandations aux plus hautes autorités pour avis. Pour voir maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre, comment cela pourrait se matérialiser. Cette approche du consortium s'inscrit dans le plan d'action de l'organisation qui entend briser les barrières économiques, sociopolitiques et culturelles pour une meilleure participation des jeunes dans les prises de décision. Et parlant dialogue social, ouverture ce matin à Bougouni par le ministre du Travail et de la fonction publique de l'atelier de validation du rapport des procès-verbaux de conciliation. La cérémonie a enregistré également la présence du gouverneur de la région, Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. Cet atelier de validation du rapport d'évaluation des procès-verbaux de conciliation conclu d'une part entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et d'autre part entre le patronat et les organisations des travailleurs est un pacte de stabilité et de croissance qui offre à notre pays un bel outil de gouvernance du monde du travail. L'occasion nous est offerte d'évaluer en profondeur le sort réservé à nos préoccupations par nos partenaires. Sans préjuger des conclusions de l'atelier, nous osons croire que de ces assises sortiront des recommandations fortes qui amèneront une diligence dans le traitement de nos préoccupations. La validation de ce document et l'instruction aussi rapide que possible de tous les protocoles d'accord en souffrance contribueront, à n'en pas douter, à un apaisement durable des tensions sociales sans lequel aucune action de développement n'est envisageable. Cet atelier de 2 jours est le fruit d'un travail consensuel avec tous les acteurs du dialogue social, à savoir syndicats, employeurs et représentants des départements ministériels. L'occasion est aussi opportune de nous rappeler
que la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance n'était que le début d'une dynamique dont le succès dépendra du renforcement de la confiance réciproque, condition essentielle du dialogue social. Je voudrais réitérer ici à Bougouni l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre la mise en œuvre des procès-verbaux de conciliation. A rappeler que cet atelier de validation du rapport d'évaluation des procès-verbaux de conciliation est organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique et a enregistré la participation de tous les acteurs signataires du pacte de stabilité. Ici à Bamako, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en partenariat avec ONU Femmes, a célébré le 24e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un rassemblement mis à profit pour faire le bilan du plan d'action national de la mise en œuvre de la dite résolution en cours au Mali. C'est ce qu'on peut y retenir, c'est avec Awa Adama Koulibaly. L'année 2024 marque la 24e commémoration de l'adoption de la résolution 1325, un agenda qui valorise l'inclusion des femmes et la prise en compte de leur contribution à la paix et à la réconciliation nationale. Depuis sa première mise en œuvre au Mali en 2012, le plan d'action national de la résolution 1325 porte ses fruits. Oui, formation Tchamankana, Anja Galera Sisano. Bibi na ambi yoro mina al ni election nana ke sisano anti sera kan présenter nere abin kona kan présenter ka ke maire conseiller yere tere ka ke maire yere. C'est ce changement de mentalité et de comportement qui est recherché et qui donne espoir à l'atteinte des objectifs fixés. À nos jours, 354 femmes ambassadrices de paix sont à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Permettez-moi de reconnaître à sa juste valeur le travail des femmes ambassadrices de la paix. Une enquête CAP qui a été menée en 2024 dans la région de Mopti a relevé que les femmes ont été impliquées dans la gestion des conflits à 96% à Mopti, 99% à Douanza et 76% à Tenenkou. À ceci, nous pouvons ajouter le renforcement des capacités des ministères sectoriels sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'institutionnalisation du plan d'action national de la résolution 1325, le renforcement des acteurs communautaires et des leaders religieux sur le genre, la masculinité positive, le rôle des femmes, des filles, des hommes et garçons dans l'élimination des violences sexuelles basées sur le genre et l'alerte précoce. Le Mali est à sa 3e génération du plan d'action national de la résolution 1325. Avec les avancées observées, les partenaires techniques et financiers maintiennent leurs efforts d'accompagnement. Nous renouvelons notre engagement à encourager la participation des femmes en veillant à une représentation équitable des femmes dans toutes les sphères de décision. Le rappel de l'importance des femmes dans les processus de paix, de médiation et de réconciliation se poursuivra sur 3 jours avec des activités, notamment le partage des acquis à Bamako et dans la région de Ségou. Tenue d'une session de partage de la stratégie, autrement dit de la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'initiative du professeur Bourema Kansei vise à améliorer le pilotage du sous-secteur de notre enseignement supérieur pour un système de qualité et une gouvernance vertueuse à tous les niveaux de gestion. Les détails avec Aridj Matida. Le ministre Bourema Kansai est à pied d'œuvre en matière de stratégie pour l'amélioration du pilotage du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi, le chef du département, après analyse et constat, partage avec les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique les grands axes stratégiques de sa vision pour les 5 années à venir sur le système d'enseignement supérieur de notre pays. Cette vision que nous vous invitons à partager s'inspire des documents stratégiques existants au plan national, notamment la vision Mali 2063. Il s'agit entre autres de la question enseignante, des infrastructures et du financement du sous-secteur.
Ensemble, nous devons œuvrer afin que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique du Mali soient les principaux supports des politiques sectorielles de développement national par l'excellence et la rigueur des offres de formation et les résultats de la recherche. Des réflexions seront ainsi menées par les acteurs du secteur lors de cette rencontre, cela sous l'égide de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargée de rendre opérationnel le plan stratégique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment la vision du ministre Kansaï. Et direction Lomé, la 37e session ordinaire du Conseil de ministres des pays membres de la conférence interafricaine de prévoyance sociale s'est tenue hier jeudi 12 décembre dans la capitale togolaise. En marge de l'événement, un forum de haut niveau sur la protection sociale a réuni les ministres des 18 pays membres de la conférence. La délégation malienne est conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Bajalo Touré. Ce forum porte sur le thème développement des systèmes complets de protection sociale en Afrique. Et un mot à présent sur la COP16 à Riyad. Les acteurs maliens s'engage pour un Sahel résilient. Le Mali brille par la présence de deux autres acteurs majeurs dans la lutte contre le changement climatique. L'ONG Asrad Mali, reconnue pour ses projets novateurs alignés sur les objectifs de développement durable, et Héros Alliance, une structure dédiée à l'exploitation du moringa comme solution pour la reforestation et l'amélioration des conditions de vie au Sahel. Ces deux entités ont présenté leur savoir-faire. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly, Abou Kone et Belkodiko. La COP16 de cette année à Riyad constitue une plateforme pour repenser les stratégies de lutte contre la désertification et renforcer la résilience climatique. Dans ce contexte, l'ONG Asrad Mali s'est imposée par ses initiatives ambitieuses visant à conjuguer adaptation au changement climatique et développement durable. Asrad Mali a présenté des projets intégrés mêlant pratiques agroécologiques, gestion durable des ressources naturelles et autonomisation des communautés rurales. Comment est-ce qu'on peut protéger et valoriser la terre? La désertification aujourd'hui, c'est devenu un problème mondial. Maintenant, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Donc la gestion durable des terres, la communication, c'était par rapport à ça. Parallèlement, Héros Alliance s'est distingué par ses travaux sur le moringa, une plante à haut potentiel écologique et socio-économique. Nous avons eu l'opportunité de montrer notre vidéo où nous avons expliqué ce que nous faisons au Mali à Héros Alliance. Donc nous collaborons avec plus de 5000 femmes pour planter 100 000 arbres moringa. Et ces arbres les feuilles, les graines, les fleurs sont transformées en infusion, en poudre, en savon, en huile, en différents produits pour faire face aussi à la malnutrition et également amener des sources de revenus pour les femmes et les jeunes, mais également un projet qui est rentable pour l'entreprise. Ces deux acteurs maliens ont également plaidé pour un renforcement des financements climatiques en faveur des pays du Sahel, soulignant que leur contribution ne peut être pérenne sans l'appui financier et technique de la communauté internationale. Et d'abord au Faso, 13 décembre 1998, 13 décembre 2024. Cela fait 26 ans que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés par un commando à Sapui. 26 ans, la lumière n'est toujours pas faite sur cet assassinat, malgré la mobilisation de plusieurs organisations pour commémorer ce triste anniversaire et demander justice et vérité. Un dépôt de gerbes de fleurs a été déposé ce matin. Siedila Rayan et Sekou Zongo pour le compte-rendu. Cette année encore, les défenseurs de la justice et de la liberté
rendent hommage à Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune, assassinés le 13 décembre 1998. 26 ans de peine et de souffrance pour tout un peuple, mais déterminé à poursuivre la lutte. En 26 ans de lutte, il y a eu des victoires d'étape, mais il y a eu aussi des déceptions marquées par les dures répressions contre les libertés et des défenseurs des droits humains. Et nous nous posons la question, cette question devenue interminable. À quand la justice pour Norbert Zongo, Blaise Ilboudo, Ernest Zongo et Abdoulaye Nikiema? Des interrogations qui restent sans réponse, car 9 ans après la réouverture du dossier judiciaire, la justice et la vérité sur cet assassinat ne sont toujours pas dites. Et nous avons appris depuis hier qu'il y a un communiqué du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouaga 1 indiquant la possibilité que le dossier Norbert Zongo soit enfin jugé courant 2025. Nous sommes aujourd'hui plus ou moins satisfaits de ce qui transparaît à travers ce communiqué du procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, mais nous restons prudents. En attendant que la lumière soit faite sur ces crimes de sang, ces dépôts de gerbes de fleurs symbolisent la reconnaissance du peuple au sacrifice consenti par Norbert Zongo pour la justice sociale. La journée de commémoration du triste anniversaire du drame de Sapuy, c'est aussi ce dépôt de gerbes de fleurs ici, au carré des martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État du 16 septembre 2015. Une action en mémoire des personnes mortes pour la patrie. Et au Niger, série d'audiences ce matin au cabinet du président du CNSP. Le général de brigade Abdourahmane Chani a d'abord reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Niger. Ensuite, le chef de l'État s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale et enfin avec l'ambassadeur sortant de la République islamique du Pakistan au Niger. La synthèse avec Nadia Mahman et Yazi Rabiou. C'est dans la droite ligne du renforcement, de l'élargissement et de la diversification de la coopération entre le Niger et les Émirats arabes unis que se tient cette audience entre le chef de l'État et le diplomate Rachid Saïd. Cette coopération, selon l'ambassadeur, touchera des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et le développement durable. Avec le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, présent à Niamey dans le cadre de l'inauguration de la centrale électrique Mohamed VI, il a été question de l'accompagnement du Royaume du Maroc à notre pays qui amorce une nouvelle ère. C'était aussi une occasion de se féliciter de l'excellence des relations bilatérales multiformes. Et aussi, c'était l'occasion où son Excellence président de la République a transmis en son nom et au nom du peuple frère du Niger toute sa gratitude à l'égard de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a fait don de cette centrale électrique au profit de la République du Niger dans l'accompagnement du développement de ses capacités énergétiques. Ahmed Ali Siroé est en fin de mission au Niger en tant qu'ambassadeur du Pakistan. Il est venu faire ses adieux au chef de l'État. D'autres sujets brûlants de l'heure ont été évoqués. J'ai saisi cette opportunité pour faire une review des activités que nous avons menées pendant mon séjour ici à Niamey. Entre autres choses sur laquelle je me suis apaisanti, c'est la création d'une zone spéciale Niger-Pakistan qui est toujours en instance. Le Niger étant à un tournant décisif de son histoire, accueille ainsi à bras ouverts tous les pays et institutions partenaires pour l'accompagner dans la quête de sa pleine souveraineté.
Et ici au Mali, plus précisément à Kidal, rencontre de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Kidal avec les opérateurs économiques pour la relance des activités économiques de tous les secteurs vitaux de la région. Reportage Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Première rencontre du genre de la Chambre de commerce et d'industrie de Kidal depuis la nomination de son président par intérim. L'économie de la région de Kidal repose exclusivement sur le commerce, qu'il soit celui du cheptel ou des marchandises. Au nom des opérateurs économiques de la région de Kidal, je tiens à saluer les autorités de notre pays pour le soutien inconditionnel. Par la même occasion, je tiens à remercier le gouverneur de la région de Kidal pour les efforts multiples. Aucun village ne peut se développer sans commerce. Et ce commerce est assuré par des acteurs. C'est vous qui êtes les acteurs de ce commerce. Que ce soit par le transport, que ce soit par la vente des marchandises, c'est vous qui êtes là pour approvisionner la ville en denrées de première nécessité. Donc, si vous vous êtes réunis ce matin sous la coupe de votre président pour en discuter, pour soumettre ça à l'autorité, donc nous ne ferons que nous en réjouir de cette situation. À l'issue de la rencontre, les participants ont formulé de fortes recommandations dont l'application correcte va contribuer à la relance des activités économiques de Kidal qui souffrent d'un faible approvisionnement. Dans le cadre de la formation de ces démembrements sur la centralisation des résultats des élections, les cadres de concertation du ministère de l'administration territoriale, partis et société civile, une mission du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE a successivement sillonné les régions de Kidal, Koulikoro et Koutiala. La synthèse avec Aliou Abdoulaye Touré. L'atteinte des objectifs des élections transparentes et apaisées ne saurait être une réalité sans une formation de base des démembrements de l'EGE. C'est tout le sens du déplacement sur Kidal du commissaire superviseur de l'EGE. Au commissaire chargé des élections à Kidal. Donc je te souhaite bienvenue à vous, à votre délégation, au nom de l'ensemble de la population de la région de Kidal. À l'issue de la formation, vous serez à mesure de vous approprier les différents modes de centralisation des résultats des scrutins, la méthodologie de centralisation des résultats des scrutins, les rôles et responsabilités des acteurs dans la centralisation des résultats des scrutins, la composition des cadres de concertation, le contenu des cadres de concertation et les modalités de fonctionnement des cadres de concertation. À Koulikoro, la session de formation sur la centralisation des résultats et les cadres de concertation avec les acteurs clés du processus électoral se sont déroulés normalement. Au sortir de cette formation, vous devez être capable de connaître les différents modes de centralisation des résultats des scrutins, la méthodologie de centralisation des résultats des scrutins, les rôles et responsabilités des acteurs dans la centralisation des résultats des scrutins, la composition des cadres de concertation, le contenu des cadres de concertation et les modalités de fonctionnement des cadres de concertation. À Koutiala et Yorosso, la coordination locale de l'EGE a aussi bénéficié de cette session de formation sur le même module, la technique de centralisation des résultats des élections. Le haut niveau, c'est le collège à Bamako, mais la mise en œuvre totalement de l'action électorale même, c'est au niveau des coordinations. Donc, dans le cadre de la préparation donc, des futures échéances, nous travaillons à ce que l'équipe de l'EGE, au niveau des coordinations, soit à hauteur de mission. Des résultats des élections. Et partons dans la cité des Balançons pour terminer. La Direction générale du budget a tenu du 5 au 7 novembre son atelier des acteurs régionaux sur les outils d'opérationnalisation du budget. Il s'agit de renforcer les capacités de ces agents sur le processus budgétaire au niveau région. Un renforcement de capacité qui permet aux agents de s'inscrire dans la durabilité pour une gestion budgétaire axée sur les résultats. Honoré Tchenou et Issaba. C'est une trentaine de responsables du budget des régions de Mopti, San, Dioïla, Badjangara, Douanzan et Ségou à prendre part à cet atelier. Il s'agit pour la Direction générale du budget de renforcer les capacités de ces agents sur le processus budgétaire au niveau régional. Nous aurons surtout à présenter
les différentes phases de préparation du budget en mode programme, en même temps de présenter les procédures d'exécution du budget en présentant les innovations et les rôles des différents acteurs, tant au niveau national qu'au niveau déconcentré. Au terme de 3 jours d'atelier, les participants ont la maîtrise de leur rôle dans la gestion des finances publiques du contexte budget-programme. Dans l'article 49 du décret numéro 2018-009, corriger l'article relatif aux autorités chargées de la conclusion et l'approbation des contrats simplifiés pour les cas où les directeurs régionaux du budget se trouvent en position d'arbitrateur de crédit. Désormais outillé, chacun de vous, dans son domaine d'intervention, a la responsabilité de mettre en pratique les connaissances acquises durant ces 3 jours et de les appliquer au quotidien dans l'élaboration et l'exécution du budget. Les outils d'opérationnalisation du budget programme et processus budgétaires sont ainsi maîtrisés par les participants. Cela leur permet de s'inscrire durablement dans une gestion budgétaire axée sur les résultats. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.